Good afternoon, ladies and gentlemen. Yes, my name is James Brackett-Johnston, Head of Facades for A Proctor Group. Sten, je suis directeur des façades chez A Proctor. Today, what we're going to be looking at is airtight membranes solutions for high-rise. Donc, ce sur quoi nous allons nous pensons, c'est de gérer, nous allons nous pencher sur la gestion de l'humidité de l'air. Nous allons regarder les risques associés, les nouvelles valeurs en ce qui concerne ces façades et notamment BS 5250, la norme. Il faut regarder les dernières innovations dans ce domaine. Ensuite, nous regarderons les performances en termes de feu. Nous, on a déjà couvert cela un petit peu aujourd'hui. Et le test et le système de membrane et l'aperçu. Donc, en tant qu'architecte, nous souhaitons obtenir un maximum d'informations sur le sujet lorsque l'on travaille avec les architectes. Donc, au départ, on regarde le taux d'occupation de ce bâtiment. Pourquoi est-ce qu'il va être utilisé? Est-ce que ça va être résidentiel? Est-ce que ça va être commercial? Évidemment, le volume d'occupants dans ce bâtiment va avoir un impact sur l'humidité du bâtiment une fois qu'il sera utilisé. Nous nous penchons également sur la météo. On ne peut pas la contrôler évidemment, mais on utilise l'évaluation, on utilise des données historiques et factuelles des différences de température 24 heures par jour toute l'année à l'endroit où se trouve le projet. Pour le risque de feu, on peut également se pencher sur les précipitations qui ont eu lieu au cours des 5 dernières années dans ce domaine, la direction du vent et sa rapidité pour que l'on puisse calculer les risques. Et enfin, pour les facteurs les plus graves, on regarde l'orientation du bâtiment, le bâtiment lui-même, où se trouvent les chambres dans ce bâtiment, en particulier si on souhaite avoir une cuisine ou une salle de bain contre ce mur externe, donc c'est-à-dire une pièce à eau, parce que cela va avoir un impact sur l'humidité dans tout le bâtiment. Ensuite, on regarde la structure du bâtiment. Donc, si c'est un bâtiment en béton, il y aura moins d'humidité au départ parce que c'est en béton, mais une fois que celui-ci a été séché, il y aura une masse thermale dans ce bâtiment qui va aider à garder le bâtiment chaud le soir. On peut avoir aussi une structure COT. Donc il y a moins d'humidité au départ, mais ensuite la masse thermale n'est pas si bonne et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas utiliser cela au cours du processus. Donc tous ces facteurs ont un impact sur la façon dont nous gérons l'évaluation thermale et de l'humidité. On peut ensuite se pencher sur les mouvements de l'air, de l'humidité et de la chaleur dans le bâtiment. On fait ça avec une évaluation hydrothermale. On utilise une simulation qui nous vient d'Allemagne pour faire ce type de mesure. Ce que cela nous permet de faire, c'est de regarder le mouvement de l'humidité dans l'enveloppe du bâtiment elle-même afin d'évaluer comment ce bâtiment va se performer et comment les composants vont évoluer. Ce que l'on souhaite regarder, on souhaite s'assurer que les architectes qui construisent le bâtiment comprennent la structure qu'ils construisent et on doit s'assurer que les matériaux choisis sont spécifiques. Ce qu'on peut faire, c'est entrer ces éléments dans notre calcul afin de s'assurer qu'on sait exactement combien d'humidité est inhérent à chacun de ces produits. Parce qu'une fois qu'ils sont construits, une fois qu'ils sont fabriqués, il y aura de l'humidité au sein de ces composants à un moment donné. Celle-ci va s'assécher au bout d'un moment, mais on doit savoir le taux d'humidité à tout moment du cycle de vie, et comme ça nous permet de faire une évaluation. La météo, l'isolation, bien sûr, il y a différents types d'isolation. Les gens utilisent le A1, mais s'il y a une combinaison hybride de cellules ouvertes et fermées, eh bien, nous devons être au courant, bien sûr. La pluie extérieure et l'humidité interne, tout ça doit être pris en compte. Quel type de plâtre vous utilisez, quel type de béton vous utilisez, donc toutes ces informations. Une question d'avoir un maximum d'importation. Le transport, bien sûr, avec le développement durable, il y a beaucoup de panneaux solaires qui sont fabriqués
hors site, donc on doit s'assurer qu'il est stocké, que ces panneaux sont stockés dans un lieu sec. Et si c'est pas le cas, on doit calculer l'humidité à laquelle ces panneaux ont été exposés. Enfin, pour l'évaluation hydrothermale, on doit voir l'analyse de risque basée sur ces données. Donc là, on a les gradients de température. Quand il y a du vent, typiquement, l'intérieur du bâtiment est en général plus chaud et l'extérieur moins chaud, donc ça va créer une variation des températures dans le système avec la résistance des matériaux à mesure qu'ils sont traversés. Lorsque ces lignes se croisent, c'est là où vous avez votre point de rosée. Et on ne souhaite pas que ce point de rosée se trouve à l'intérieur du bâtiment. Ça doit être dans la cavité, dans la partie extérieure de l'isolation, pour que cela protège votre système d'isolation. Donc traditionnellement, le VCL ou les barrières de vapeur sont installées à l'intérieur du bâtiment, dans la couverture intérieure. Au départ, lorsque ces matériaux arrivent sur site, il n'y a aucun problème. Il y a voilà une ligne, c'est couvert par un matériel, mais bien souvent, en fait, ce n'est pas installé correctement. Peut-être que les plombiers, les électriciens qui viennent après ne comprennent pas ce système de contrôle de vapeur et ils l'endommagent. Donc les matériaux ne sont plus ce qu'ils sont. Maintenant, ils sont renforcés. C'est plus simplement une feuille de de matériel. Mais en fait, ça ne va pas arrêter un couteau qui qui les déchire ou un plombier qui le déchire pour faire passer un tuyau. Pour nous, c'est le cas. Lorsqu'il y a une petite équipe qui travaille sur un plus petit projet, c'est probablement là que ça restera une barrière solide. Donc, ce l'on a à l'esprit, c'est que maintenant, on doit avoir une barrière d'air. Donc, vous ne pouvez pas dépendre de ce contrôle de cette couche pour le contrôle de vapeur. Donc, votre panneau de ciment ou n'importe quel panneau qui est testé selon la norme 13501. Cela limite les fuites d'air. Il n'y a pas de deuxième scotch nécessaire pour fixer le panneau, ce qui permet une isolation rapide. En ce qui concerne imaginez que vous essayez d'emballer un ballon pour un cadeau. Mais si vous emballez ce ballon dans une boîte, ce sera très facile de l'emballer. Donc ça vous permet de garder cette vue holistique sur le bâtiment pour s'assurer que tout est étanche. Parce qu'au final, il faut que cela réponde aux objectifs en fait. Si la membrane est exposée plus longtemps, eh bien, il y a des membranes UV qui existent pour s'assurer que cela va rester efficace à travers le temps. Vous devez vous assurer que vous résistez aux tests, que vous avez les certifications nécessaires, que vous avez votre évaluation gouvernementale. S'il y a un besoin pour le feu, eh bien, nos normes sont bien plus strictes aujourd'hui que par le passé. Et la toute dernière, voilà. Et la seconde barrière, si vous utilisez un design de maison passive, il est spécifié maintenant qu'ils ont besoin d'éviter les courts-circuits thermiques. Donc là encore, il y a une membrane de cellules ouvertes pour éviter qu'il y ait un rafraîchissement, mais du point de vue A2, cela peut avoir un impact derrière le panneau solaire et l'incendie ne va pas se propager. Juste une petite comparaison. Ça, c'est une étude indépendante menée par l'Université d'Édimbourg.
on a la norme BS1, B0. Et cette vidéo montre très bien que les deux membranes à l'écran ne résistent pas à ce test. On a une membrane classe B à gauche et à chaque fois elles sont exposées aux mêmes conditions. Oh, jeez, this isn't playing ball. Sincerest apologies. Je vous prie de m'excuser. So what you can see here is class BS1D0. The class B denotes the fact that Donc, la classe B montre qu'il y a une réaction aux flammes. Le produit à gauche n'a pas la même réaction. Et donc là, on peut voir que celui qui réussit le test est classifié comme B. Celui à gauche protège le substrat, alors que celui à droite dégage des produits qui alimentent la flamme. Et en fait, il faut très rapidement éteindre ce feu. performances of the membranes that you look at. Because of, Donc faites très attention à ce que vous lisez. Au vu des événements récents des 5 à 6 dernières années, avant il y avait un contrôle de la vapeur et une membrane ventilée, aérée. Comme Alan l'a expliqué plus tôt, il faut parler aux fabricants de ces matériaux. Assurez-vous que vous avez tous les certificats dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de votre propriétaire, de votre client également, et pour ne pas avoir de contretemps d'ici 10 à 15 ans. Voici un résumé de tous les matériaux, leurs capacités. all the information is available to you up on the table upstairs. Toutes les informations sont disponibles en haut sur notre stand. Nous les avons traduites en français et il est donc facile pour vous de les comprendre. Elles sont également disponibles sur notre site internet. Ça, c'est le centre Passive House à Exeter. On a atteint 0.01 en ce qui concerne la passivité. Vous avez une enveloppe sans fluide à l'extérieur. Les joints d'eau, par exemple, tout se trouve autour des colonnes de béton, donc on a cette enveloppe holistique de béton autour du bâtiment. La plupart des projets que nous menons, en fait, ont pour but de faire une évaluation hydrothermique avec le VCL ou sans le VCL. Nous mettons une barrière à l'extérieur de la propriété ou alors nous ajoutons un VCL à l'intérieur. Donc si vous avez une structure compliquée à l'intérieur et si votre structure ne présente aucun risque, eh bien, vous pouvez construire ce bâtiment sans contrôleur de vapeur. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la prise de décision, donc le client vont peut-être vouloir tout de même le mettre. Mais vous aurez toutes les informations nécessaires, toutes les analyses qui vous permettent de prendre la meilleure décision.
Vous pouvez voir sur les photos à l'écran que c'est vraiment un produit qui est très plat. Il n'y a aucun dommage créé par le vent ou les précipitations. Tout est double vert, donc vous protégez l'environnement également. Et un autre point clé, lorsque le bâtiment est en construction, les portes, les fenêtres, vous pouvez faire un test de passivité parce que vous avez déjà votre barrière. Vous n'avez pas besoin que tout soit construit pour pouvoir mener votre évaluation de passivité. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a des documents en haut sur le stand et si nous pouvons vous aider de quelque façon que ce soit, n'hésitez pas. Merci, Merci. merci.